Bonjour à chacun et à chacune. Donc avant de commencer cette intervention sur la psychologie et la médiation, que j'ai axée sur la prise en compte de la violence, je voudrais bien sûr remercier Chantal Jamet, ou Georgette, si j'ai bien compris, qui est organisatrice passionnée et, je le découvre, passionnante, cheville ouvrière acharnée également. Je voudrais la remercier pour cette journée qui, dans cette société qui conjugue le verbe être avec cette notion d'immédiateté, que l'on prenne en fait une journée pour rire, pour échanger, pour penser, pour se confronter et peut-être s'enrichir des méthodes, des arguments, des positions des unes et des autres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la médiation et de la psychologie face à la violence, une violence qui migre et se transforme. La médiation n'existerait pas si le monde n'était pas violent. Ce phénomène, il nous dépasse. Parfois, il nous submerge, parfois, il nous effraie et souvent, il nous décourage. J'ai structuré cet exposé en deux grandes parties. Un prologue. La deuxième partie, je vais vous présenter ce que nous savons des conséquences des comportements violents sur notre cerveau et les conséquences que cela a sur la société. Et en conclusion, je définirai les enjeux auxquels les médiateurs sont confrontés et les outils dont la société peut se saisir pour tenter de répondre et pour contenir cette violence. Mais avant toute chose, je me dois de rappeler que le plaisir de l'être humain peut prendre à la violence, y compris extrême. Ce plaisir, il est réel. Il serait vain de penser que certaines personnes sont violentes et d'autres moins. J'ai entendu tout à l'heure dans les préliminaires, je crois que c'était Monsieur le maire, qui nous rappelait la force de l'amour, mais la force de l'amour n'existerait pas s'il n'y avait pas la haine. Alors c'est vrai que c'est difficile à entendre. On souhaiterait un monde harmonieux. Mais l'harmonie n'existe pas sans une certaine forme de déséquilibre. J'en suis navrée, hein. C'est pas moi qui l'invente ça. Nous sommes vraiment capables de tout en tant qu'être humain en matière de violence. Et je dois dire même que nous sommes le seul animal humain qui va battre sa compagne ou son compagnon. Les animaux ne font pas ça. Je précise ici que faire des liens, raisonner, cela demande plus de temps et d'efforts que de frapper, surtout si on est le plus fort. Il nous faut garder à l'esprit qu'il existe un ensemble de conduites violentes, mais même si le monde a toujours été violent, nous avons affaire aujourd'hui à une violence qui est différente. Elle n'est plus passagère, elle est installée, et nous savons, nous, les penseurs en psychologie sociale et humaine, que cette violence, aujourd'hui, elle se structure dès la toute petite enfance. C'est insupportable, je le concède. Et face à ce caractère insupportable, nous avons tendance à mettre une forme de déni. Ce n'est pas possible. Et ce déni, il tend encore plus à cacher la sauvagerie de cette violence qui occulte l'ultra-violence humaine, en y intégrant et en projetant d'autres hantises dans le fonctionnement de la société. Dans les années 70, par exemple, on parlait beaucoup de la violence des mouvements insurrectionnels et des dictatures de certains pays de l'Est. Dans les années 80, on a abordé la violence de la criminalité. Dans les années 90, c'est plutôt devenu, comme le disait Michel, la violence des banlieues. Et aujourd'hui, nous sommes assaillis par le débat sur la violence faite aux femmes. Mais demain, nous allons voir apparaître d'autres types de violences et d'autres prises de conscience face à ces violences. La médiation est un des outils qui peut permettre à la fois l'émergence de ce discours et en même temps l'hypothèse d'une résolution face à ces difficultés. Voilà, je voudrais que vous gardiez en tête pendant cet exposé que le poids des normes est réel et qu'à travers la violence, en fait, nous projetons d'autres préoccupations qui parfois nous sont insoutenables.
La définition de la violence est la suivante. Agir sur quelqu'un ou le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Du point de vue de la psychologie, je vais maintenant aborder le fonctionnement de nos structures mentales et la construction psychique. J'ai constaté que malgré le fronton malgré la phrase écrite sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, nous sommes aujourd'hui certains que nous ne naissons pas égaux. Nous ne naissons pas égaux pour deux raisons. La première, c'est que nous avons un caractère différent. La deuxième, c'est que nous naissons dans des environnements différents. La médiation systémique, d'ailleurs, prend ce caractère en charge. Mais ce tempérament, il peut être modifié par la rencontre avec notre environnement familial et social. Et le médiateur ne l'oublie jamais lorsqu'il interroge le passé des personnes qui viennent en médiation. Les structures mentales, il y a peu de temps, nous pensions qu'elles se construisaient tout au long de la vie. Et aujourd'hui, nous avons rétréci cette compréhension, ou nous l'avons élargie, tout dépend de quel point de vue on se place. Mais en tout cas, ce qui est grave, c'est que nous savons aujourd'hui que ces structures mentales, elles se construisent dans les 3 premières années de la vie. Et comme l'a expliqué le pédopsychiatre anglais Winnicott, un enfant seul, cela n'existe pas. Pour se construire, il a besoin d'un autre. Et cet autre devra être suffisamment disponible pour lui, pour le protéger, pour le sécuriser, lui permettre d'avoir une meilleure estime de lui-même, suffisante pour acquérir la confiance indispensable en soi, dans le monde, en l'autre, pour explorer, pour apprendre, pour s'autonomiser, grandir et, au final, devenir adulte. L'autre n'est pas passif. Il transmet des savoirs, des repères et des limites. Il guide, il soutient, il pose un cadre et interdit. Alors c'est vrai que ce mot « interdit », c'est presque devenu une grossièreté. Ce qui permet à l'enfant de se construire psychiquement, sereinement, puis d'établir des relations futures confiantes, ce sont toutes ces transmissions qui lui sont faites et qui lui permettent de comprendre qu'il est unique, que sa vie est unique et que celle de l'autre l'est tout autant. Nous l'avons vu dans les 2 sketchs qui nous ont été présentés. Lorsqu'il y a la place pour se dire, pour s'exprimer, pour évoquer ses ressentis, ma place est unique et elle peut être entendue à un moment donné dans un cadre qui favorise cet échange. Elle est reconnue. Sans ce maillage, il reste l'enfant, mais aussi l'adulte qui est en souffrance, dans une confusion intersubjective et déstructurante, ne sachant pas faire la différence entre lui et autrui, entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, entre ce qui peut être fait et ce qui doit être interdit. Dans un registre inverse, s'il est soumis de manière répétitive à de l'imprévisibilité, à des négligences, si le jeune enfant est exposé à des violences dites conjugales, cet enfant de tempérament calme peut devenir violent. Nous l'avons vu tout à l'heure, et je l'ai entendu à plusieurs reprises, le mot « lien ». Alors, nous savons aujourd'hui que, et c'est l'Association mondiale de santé mentale pour le nourrisson, qui nous explique que si on compare 3 formes de traumatisme, je vais vous prendre un tsunami en Indonésie par exemple, je vais vous prendre un traumatisme, les attentats à Nice par exemple, et je vais vous prendre le cadre banal, tellement banal qu'on s'en occupe peu, des violences conjugales qui peuvent intervenir dans nos foyers ou dans celui des voisins. Eh bien, c'est dans le dernier contexte que les enfants présentent le plus de séquelles psychologiques. Ces séquelles,
Emmanuel Bonneville et Maurice Berger, spécialistes de la violence, les appellent aujourd'hui des syndromes post-traumatiques. Cela signifie que le traumatisme le plus grave s'avère donc d'avoir été témoin d'une menace sur une personne qui s'occupe de nous. Surtout si cela se répète. Car un enfant petit, mais ce peut être valable pour un adulte, sidéré, englobé dans la violence, n'a pas les moyens de sortir de cette violence. Le tout petit, surtout s'il ne sait pas marcher, je vous rappelle, 3 ans, 3 premières années, ne peut pas s'extraire de la scène violente. Mais nous rencontrons également des adultes sidérés qui ne peuvent pas sortir de cette violence aussi. Or, beaucoup d'enfants qui entrent en classe maternelle n'ont pas, loin de là, les structures mentales qui leur permettraient de comprendre et d'apprendre. Un enfant, ce peut être doux et cruel. Je vous l'ai dit, les travaux de Mélanie Klein, psychanalyste, ont apporté un éclairage sur la haine que peut ressentir un nourrisson. Et la théorie du nourrisson ange, du nourrisson qui n'apporte que la paix, n'existe pas. Dans les faits, un bébé a en lui la capacité d'aimer, mais aussi de faire mal, volontairement. Peut-être connaissez-vous les travaux de Richard Tremblay au Canada, qui a travaillé pendant plus de 35 ans et qui nous parle de la trajectoire qui mène du berceau à la prison et les liens entre le début de la vie et la vie d'adulte. Il a centré ses travaux sur l'agression physique des enfants plutôt que sur la délinquance. Il montre que les comportements de violence chez les enfants culminent entre 18 mois et 2 ans, puis suivent une courbe dégressive jusqu'à 4 ans. Et que la délinquance n'est qu'un courant de résurgence de cette violence vécue enfant. Et que l'adulte qui lui-même réenclenche le bouton violence ne fait que tenter de dire ce qu'il n'a pas pu exprimer lorsqu'il n'avait pas encore le langage pour le faire. Quant au langage, les mots peuvent apaiser un enfant, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les sketchs, des adultes hypersensibles, voire, si je me réfère à Georgette et à son époux, hyper susceptibles. Cela aide le langage à contenir physiquement et à transformer parfois la violence en jeu. Je rappelle ici que les violences concernent tous les milieux sociaux. On pense parfois que la violence provient des milieux de précarité. Certes, mais elle existe aussi dans les milieux les plus aisés. Vous connaissez peut-être la théorie dite de l'attachement. C'est la fameuse théorie du lien qui a été évoquée ici tout à l'heure. Il s'agit pour moi maintenant de vous présenter les travaux qui témoignent du besoin de sécurité chez l'être humain et qu'apportent les médiateurs. Le médiateur, il accueille et il contient et il supporte le trop-plein d'énergie de ceux qui n'ont qu'une envie, c'est se faire entendre, quels que soient les moyens qu'ils utilisent. Donc Bowlby, déjà en 1951, dans une conclusion du rapport commandé par l'OMS, disait que l'attachement est actif du berceau jusqu'à la tombe, quel que soit nos parcours de vie. Alors comment fait-on pour trouver quelle est la figure d'attachement qui peut faire qu'à un moment donné, je peux me dire? Comment le médiateur peut-il tenter de comprendre, de saisir intuitivement parfois quelle est la figure d'attachement qui va permettre à l'autre d'être reconnu? Alors je vais vous proposer un petit exercice. Il suffit de vous poser ces questions. Si vous n'allez pas bien, vers qui vous tournez-vous? Y a-t-il autour de vous un lieu, une personne, un endroit où vous pouvez vous dire, où vous pouvez vous confier? Il est vrai
je vous le disais au tout début, que dans cette société de l'immédiateté, se dire prend du temps. Et se dire n'est pas le langage de la plainte, c'est le langage tout simplement de l'interaction. J'avais fait un long exposé, mais j'ai compris que j'allais être tenue par le temps. Donc peut-être tout à l'heure, lors des ateliers, aurons-nous l'occasion. C'est bon ? Bon. D'accord. Bon, alors j'y vais. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que nous savons aujourd'hui que la plupart des sujets violents, vous l'avez compris, ont été précocement en échec scolaire. Mais nous savons aujourd'hui également, du point de vue de la psychologie, que ces enfants n'ont pas joué. Or, si je regarde les sketchs que nous avons vus tout à l'heure, en fait, c'est du jeu. C'est du jeu d'interaction sociale qui est proposé. C'est du jeu où la subjectivité de chaque sujet a été mise en relief. C'est une forme de jeu. Et les jeux, ils sont l'aliment de la croissance psychique. Donc, ce n'est pas rien. Un peu comme les lipides, les protides et les glucides sont ceux de notre croissance physique. Donc, nous avons tous, et pas simplement les enfants, besoin de jouer pour construire notre pensée et pour acquérir parfois le faire semblant, le comme si. Se donner la chance d'une hypothèse. Or, les sujets violents ne savent jouer, si je peux dire, qu'en vrai, à détruire. Et tout le monde peut apprendre à jouer à détruire, à frapper. Mais nous sommes moins nombreux à savoir jouer en créant. Et pour y parvenir, pour savoir jouer en créant, il faut l'avoir expérimenté. Et peu importe si ce n'était pas dans sa famille, ce peut être par des expériences sociales précoces, à la crèche, à l'école, ce peut être par rapport à des organisations que mettent en place des associations, des mairies, pour permettre en fait au public d'apprendre cet échange qui passe par le jeu. Donc la pensée, dans le jeu, elle se construit notamment sur la possibilité d'anticipation. Elle rassure. C'est pourquoi il est indispensable qu'un enfant vive dans un environnement dans lequel les messages qu'il émet suscitent des réponses. Cette régularité lui permet d'acquérir la notion de causalité. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sinon, le monde lui devient incompréhensible. Mais plus encore, c'est l'acquisition de la causalité qui permet la construction du sens de la temporalité. C'est important, parce que si le sujet dont la pensée est atteinte a du mal à comprendre le monde qui l'entoure, ce monde-là va devenir persécuteur pour lui. Ce qui signifie que la paranoïa va faire partie de son quotidien. Et je dois dire que le monde, parfois, nous semble paranoïaque. Alors, il y a une recherche de Régine Debré, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est psychologue et psychanalyste. Elle travaille à La Réunion et elle a montré qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Nous pouvons augmenter les capacités de compréhension de celui qui n'a pas eu, si j'ose dire, les clés, grâce à une pédagogie adaptée. Et cette violence, elle diminuait tout simplement parce qu'on redonnait au sujet sa capacité d'agir sur le monde. Et quand on n'est pas capable d'agir sur le monde, de comprendre comment obtenir certains objets, par des études par exemple, ou par notre travail, le risque, c'est qu'on peut être tenté de s'en emparer, sans demander à l'autre si ce que l'on convoite
et tout nom à lui. Dans les conséquences des comportements violents sur le cerveau, je dois dire que ça aggrave la situation. Nous savons aujourd'hui que nous cessons d'apprendre des choses nouvelles sur le cerveau, sauf sur la plasticité cérébrale. Notre cerveau, il bouge tout au long de notre vie, mais surtout avant nos 10 ans. Le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que tout le réseau Internet mondial, soit 1 million de milliards de connexions synaptiques. Et le tout petit, il enregistre tout. Il enregistre les liens visibles et invisibles. Il enregistre la voix, l'image, ce qu'il perçoit, même s'il ne le voit pas. Et chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire en connectant ces neurones. Ces neurones sont elles-mêmes constituées de cellules mobiles. Et la communication, elle passe par ces synapses. Et elle est malléable. Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, pense d'ailleurs que ces synapses sont le principal support de l'apprentissage. Et qu'il est bien évident qu'un manque d'étayage, je peux dire, affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences, mais plutôt les connexions les plus fréquentes. On sait depuis 1989 que ces fameux traumatismes relationnels précoces, actifs et passifs par maltraitance, mais aussi par négligence, entraînent un stress chronique, dont la conséquence est une augmentation de la sécrétion du cortisol. Il n'y a pas que les gens qui travaillent qui sont stressés. Les enfants, les adolescents peuvent être également stressés. Mais leur concédons-nous cette possibilité? L'élévation du taux sanguin de l'hormone a un impact toxique sur le développement du cerveau. Et pour le nourrisson, touche en particulier 2 zones cérébrales, ce que l'on appelle l'amygdale, qui est le siège des émotions, et ce que l'on appelle l'hippocampe. Or, c'est dans ces zones que se situent les lieux de mémoire, la mémoire des événements et des apprentissages, la mémoire affective et la régulation des émotions. Nous savons aujourd'hui que l'atteinte de cette zone peut provoquer une difficulté à éprouver de l'empathie, à nouer un attachement dit sain, en tout cas sécure, avec autrui, à réguler nos affects et surtout à réguler une grande intolérance à la moindre frustration. Et si nous n'avons pas ça, il est difficile, extrêmement difficile, de contenir ces élans pulsionnels violents, que nous avons tous, je le rappelle. Alors, à quels enjeux les médiateurs sont-ils confrontés face à la violence? Alors bien sûr, il n'y a pas de réponse simple. Si elle était simple, on la saurait tous. Parce que la violence, elle est complexe. Il existe bien sûr des outils de dépistage pour réagir adéquatement et de manière dite sécuritaire. Les problèmes de violence, à mon niveau, ils posent 2 types de questions. De quelle manière l'acte pourra-t-il être contenu et qui va écouter alors? Alors, de quelle manière l'acte pourra-t-il être contenu? Une observation clé dans les études longitudinales sur les comportements antisociaux, la délinquance et la criminalité, indique que les comportements perturbateurs chroniques qui surviennent tôt dans la vie conduisent à des délits, et des délits fréquents et souvent graves pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Mais qu'elle produit également une sorte de réverbération, comme de reflets négatifs dans d'autres domaines de la vie, tels que l'éducation, l'emploi et la qualité des relations. Et comme les jeunes enfants qui présentent des problèmes de comportement au début de leur vie
nous le savons aujourd'hui, deviennent de plus en plus résistants aux changements au cours de leur vie, il devient encore plus important, en termes d'apport de la psychologie, d'accompagner les familles le plus tôt possible dans la prévention de ces comportements perturbateurs de l'enfant, c'est-à-dire leur opposition aux adultes, l'absentéisme par exemple, à l'école, l'agressivité et la délinquance. Je me permets de rappeler que la médiation n'est pas une thérapie. D'où l'importance de nommer ses limites. Les médiateurs investiguent bien entendu les antécédents, nous l'avons vu tout à l'heure. Parlez-moi de votre passé. Les antécédents de violence, parfois les antécédents criminels, parfois les interventions policières, les hospitalisations, les motifs, les accusations, les moments charnières, les décès, les séparations, et l'état de la personne. Georgette, tout à l'heure, avait l'air d'aller très mal. Je pense qu'elle perdait l'appétit et le sommeil. Et peut-être même sa capacité à faire des tâches ménagères. Les médiateurs, ils étudient également la dynamique familiale et conjugale, l'historique, la gestion des conflits, les caractéristiques des parents, les types de communication entre les uns et les autres, le type de relation. Bref, ils demeurent à l'affût du verbal et du non-verbal pour les guider dans leur dépistage. Ils utilisent, les médiateurs, l'écoute active, la validation, nous l'avons entendu tout à l'heure, la reformulation qui permet la reconnaissance réciproque qui passe par le tiers pour être entendu par celui qui était bloqué. Lorsqu'ils sont confrontés à la violence, les médiateurs rapportent qu'elle peut prendre plusieurs formes: psychologiques, économiques, physiques, verbales, sexuelles et violence sur les objets. Et que certaines formes de violence sont plus perceptibles que d'autres. Mais ça n'amoindrit pas l'importance des autres. Il existe donc des violences extériorisées bruyantes et des violences intériorisées et silencieuses. Mais quelle que soit sa forme, la violence est toujours subjective. Ce qui fait violence pour moi ne fera peut-être pas violence pour vous. Si les ressources internes, conjuguées aux soutiens environnementaux, sont insuffisantes pour contenir la tension que la situation fait peser sur leur équilibre psychique, les sujets sont confrontés à la menace de débordement et, en miroir, de dépendance et de soumission aux autres et à l'entourage. Dit autrement, l'autorité est une contrainte à l'encontre de nos pulsions de meurtre. Pulsions, je le rappelle, qui peuvent être la prédation, la destruction des objets, la mise en danger inconsciente de soi et d'autrui. Et nos pulsions d'immédiateté, la tyrannie du tout de suite. La médiation peut appliquer la contrainte de manière cohérente, active, mesurée et sécurisante. Elle peut accueillir toutes les perturbations de cette homéostasie psychique qui représente une menace potentielle à laquelle l'être humain est programmé pour réagir activement. Entre autres, car cela a été dit, elle fait tiers. La possibilité d'expression des émotions négatives en est l'expression, et plus particulièrement, on peut regarder tous les affects du registre dit narcissique, la honte, l'humiliation, l'infériorité, mais aussi la déception, la rage, la jalousie, l'envie. Et paradoxalement, plus nos assises narcissiques sont étroites et notre estime de nous-mêmes faible, plus notre sensibilité au regard des autres s'accroît, tandis que les frontières de ce qui devient nécessaire de contrôler pour assurer cet équilibre narcissique s'étendent. Cela veut dire que moins je suis sûre de moi, plus je vais accorder de l'importance au regard d'autrui, mais parfois en retournement en son contraire, c'est-à-dire par une pulsion de colère, de dégoût, de violence. Mais
ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne choisit pas. On peut tenter d'essayer de les contrôler. La volonté. C'est un joli mot, la volonté. Mais c'est la part la plus animale du cerveau dans la violence. Celle qui est là. Le cerveau que l'on appelle reptilien, qui agit, qui parle, et qui le fait au moyen, nous le savons aujourd'hui grâce à l'imagerie cérébrale, au moyen de ce que l'on appelle les neurotransmetteurs. Il nous faut savoir que l'angoisse d'abandon est traversée par toute personne et que cette angoisse d'abandon, elle est bien supérieure, contrairement à ce que l'on pense régulièrement, à l'angoisse de mort. La menace d'abandon, c'est une menace de retrait d'amour. C'est la qualification d'une détresse réelle. La médiation, en établissant ou en clarifiant les limites, consisterait donc à preuve en quelque sorte de prendre en charge ce sentiment abandonnique. Et je conclurai en vous disant que du point de vue de la psychologie, il y a violence lorsque la parole est inefficace, ne fait plus tiers, et que l'autre a peur pour son intégrité. Risque de blessure, meurtre, viol, emprise psychique. C'est Maurice Berger, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est médecin psychanalyste, qui nous dit que la violence est souffrance, que c'est un cri de douleur qui convoque, altère et déchire l'espace relationnel. Cette violence, elle entrave notre relation aux autres, elle obère la vie en société. Mais comprenons qu'elle est d'abord le signe d'une souffrance psychique. Et que dès que le contrat social n'est plus respecté, l'emprise, la manipulation, la soumission, la tyrannie, le laxisme, la barbarie sont autant de déviances constatées quand l'individu n'a plus ses capacités de discernement et qu'il se trouve donc réduit à l'état d'objet, influencé, maîtrisé, contrôlé, passif, soumis et obéissant. À partir du moment où l'autorité ne peut plus être envisagée dans son principe même d'instance de différenciation entre sujets. Le contexte politique, et je le déplore, se focalise sur la délinquance. Aujourd'hui, vous avez sans doute entendu parler de catégories nosographiques. On parle d'enfants rois, d'états limites, de sujets borderline, d'adolescents tyrans. Ça fleurit, ça illustre des problématiques d'attaque des fonctions et des lieux, alors que devrait tout simplement être remis en cause la médiation qui peut, je pense que vous l'avez compris, faire régner une certaine autorité. Et d'un point de vue psychologique, les réponses face aux actes, au passage à l'acte, suscitent le questionnement dans les réponses trouvées par la société et le politique, qui opèrent de plus en plus en miroir et non dans cette distance requise par l'autorité. En conclusion, je voudrais vous apporter une sorte de fable, celle écrite par Borges. Il raconte l'histoire d'un empereur de Chine, Shi Huangdi, qui, en même temps, a fait construire une célèbre muraille qui le protégeait de ses envahisseurs. Mais il fit au même moment brûler tous les livres antérieurs à lui. Borges trouve logique cette décision. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Se protéger de l'adversaire et en même temps brûler la mémoire qui nous a précédés. Les murailles étaient des défenses, certes, contre les adversaires. Et les livres, bien entendu, étaient invoqués par les opposants pour louer les anciens empereurs. Mais cette méditation du poète place sur une vaste échelle ce qui oppose construire et détruire. En conclusion, je pense que la médiation construit et que la violence détruit. Je vous remercie.